Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un angle souvent méconnu de la certification Calliope, son lien avec le marketing de la formation. Au-delà d'une simple mise en conformité, les exigences Calliope peuvent devenir de véritables leviers pour améliorer l'expérience apprenant et renforcer l'impact des formations. Alors, comment articuler ces deux approches pour créer des formations plus attractives et efficaces ? C'est ce que nous allons voir ensemble avec Alexa Rousseau, fondatrice de Veille Formation. Bonne écoute! Bonjour Alexa, je suis ravie de t'accueillir de nouveau dans le podcast. Bonjour Anne-Marie, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, parce que nous avions déjà enregistré il y a 1 an et demi à peu près, donc un épisode intitulé « Comment organiser sa veille dans la formation » et c'était l'épisode 72. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va voir comment le marketing de la formation peut soutenir les démarches Calliope. Exactement. Le lien n'est pas forcément évident a priori, mais on va s'employer à le faire. Oui, on va trouver un lien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Avec plaisir. Alors, j'ai une double formation de juriste et de responsable communication. Et le hasard de la vie m'a fait débuter ma carrière pro aux côtés d'un super patron qui m'a tout appris en gestion d'entreprise. Donc finalement, j'ai dérivé du métier que je m'étais fixé. Et mon parcours a été complètement changé. J'ai pu ainsi occuper pendant 20 ans des missions de direction dans divers domaines d'activité, le commerce, l'industrie, le service, l'immobilier. Et depuis 10 ans, c'est la formation professionnelle qui occupe mon quotidien. J'ai dirigé un établissement d'enseignement supérieur pendant 5 ans. Et en 2020, j'ai choisi de voler enfin de mes propres ailes, de créer mon entreprise. J'ai créé un cabinet de conseil juste une semaine avant le confinement Covid, ce qui n'était pas du tout drôle pour moi à l'époque. Maintenant, c'est vrai que j'en ris plus facilement, mais à l'époque, c'était quand même pas si évident. Et dans le cadre de ce cabinet, j'ai proposé des prestations de formation, d'accompagnement et d'audit sur différents référentiels qualité, dont Calliope, bien entendu. En 2021, constatant que la réalisation et l'exploitation de la veille était vraiment un sujet compliqué pour les acteurs de la formation, une vraie problématique, j'ai choisi de créer Veille Formation, qui est une plateforme, une solution de veille en ligne, qui a pour objet d'aider les acteurs de la formation à répondre très facilement aux indicateurs 23, 24, 25 et 26 de Calliope sur la veille et son exploitation. Plus largement, je dirais qu'elle aide surtout les acteurs de la formation à collecter les informations qui leur sont utiles au quotidien dans le cadre de leur développement et dans le cadre de leur activité. Une plateforme qui est très précieuse pour les organismes de formation. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais au quotidien ? Oui. Écoute, je ne m'ennuie pas. Je répartis mon temps entre mes différentes activités, donc toujours l'audit, le conseil, la formation, mais avant tout la veille, parce que c'est vrai que ça prend du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que Veille Formation a été créée, pour soulager nos clients de ce temps-là. Mes équipes et moi-même surveillons 400 sources environ, en France, en Suisse, au Canada, en Belgique. Et nous sélectionnons le meilleur des contenus de ces sources pour les mettre à disposition de nos clients. C'est d'ailleurs ainsi que nous avions repéré ton podcast et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Voilà, il y a quelques temps déjà. Et voilà, nous lisons chaque contenu, nous lisons chaque contenu puisque ce sont à la fois des articles, des podcasts, des vidéos, des tutos, avant de les mettre sur la plateforme pour que ce soit réellement des contenus pertinents et on les classe ensuite par indicateur pour qu'ils soient facilement trouvés par nos clients. Mais je crois que voilà, au-delà de la réalisation de la veille, nous cherchons chaque jour
à développer des fonctionnalités qui leur sont utiles, qui font que la plateforme elle est une super expérience client, puisque on va parler de marketing, je fais un peu ce lien-là. Maximiser l'expérience utilisateur, c'est très important pour nous. Satisfaire nos clients, quelle que soit leur taille, puisque parmi nos abonnés, nous avons à la fois des grands comptes, des universités, des CCI, des grands acteurs de la formation, mais aussi de tout petits OF qui ont des besoins aussi bien sûr de veille, et on a envie que tout le monde se sente compris, intégré, et qu'il trouve facilement ce qu'il cherche sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment le travail au quotidien, et le mien en particulier, puisque en tant que capitaine du navire, c'est à moi d'avoir de bonnes idées. C'est un travail de fourmi quelque part. Exactement, mais tellement passionnant. J'imagine, oui. Donc, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, donc dans mon livre, je propose une méthode en 6 étapes qui permet de rendre les formations plus engageantes grâce au marketing. Donc, selon toi, en quoi ces démarches marketing, ces actions marketing peuvent-elles enrichir justement la mise en conformité avec Calliope? Parce qu'on n'y pense pas tout le temps, le lien entre marketing et Calliope. C'est clair qu'associer ces notions de marketing et de conformité au référentiel Calliope, ça semble pas forcément très évident de prime abord. Pourtant, si on considère la base du marketing, qui est un petit peu la connaissance des personnes auxquelles on s'adresse, on sait que pour les engager dans une action d'achat, c'est important de connaître leur profil, leurs besoins, leurs attentes. Ça va nous permettre de créer un produit qui leur correspond, qui les satisfait. Mais finalement, la philosophie de Calliope, c'est exactement la même. Le référentiel est centré sur cette collecte des besoins, des attentes et du parcours de l'apprenant, pour que l'organisme puisse lui proposer une prestation de formation ou d'accompagnement réellement adaptée, et que son expérience en tant qu'apprenant, son expérience d'apprentissage et sa satisfaction soit vraiment optimale. Voilà. Donc, ce lien, finalement, il existe. Comme dans toute entreprise, une entreprise formation, elle a besoin d'avoir cette orientation client pour que ça fonctionne au quotidien. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on voit un petit peu en détail les différentes étapes. Donc, si on commence par une des bases du marketing de la formation, donc qui est de comprendre son public cible en définissant des personas. Donc, comment cette démarche, justement, de créer ces personas va aider à personnaliser son offre de formation et à capter l'attention des apprenants? Est-ce que ça va répondre à des indicateurs Calliope? Donc, je pense en particulier à l'indicateur 4 et 8. Et est-ce que ces indicateurs vont justement favoriser ce type d'approche? Oui, tu as tout à fait raison de citer ces indicateurs. Alors, l'indicateur 4 va demander... Je vais citer l'indicateur parce que ça va nous permettre aussi de découvrir un petit peu le langage utilisé dans le guide de lecture, notamment pour illustrer le référentiel. Donc, l'indicateur 4 demande d'analyser le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise ou le financeur concerné et de démontrer comment le besoin de ce bénéficiaire est analysé en fonction de la finalité de la prestation. Voilà. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas tout à fait facile à comprendre. Ça peut paraître assez obscur. Mais en réalité, c'est une démarche de personnalisation. Que ce soit la formation, le bilan de compétences, la VAE, l'apprentissage, pour être efficace, pour correspondre aux réels besoins du bénéficiaire et également aux besoins du donneur d'ordre, on va avoir besoin justement de collecter et de comprendre précisément ses besoins, ses attentes et de les qualifier. Pourquoi, en un seul mot, et pourquoi, en 2 mots, le bénéficiaire vous sollicite-t-il? Comment va-t-il mettre à profit ce que votre prestation va lui apporter? Quels sont ses enjeux au quotidien, ses objectifs, ses attentes? Est-ce que c'est une simple connaissance basique du sujet, une montée en compétence sur un sujet qu'il connaît déjà, une reconversion, une évolution professionnelle? Il peut y avoir une multitude finalement de besoins et d'attentes professionnelles, individuelles, dans un même groupe adressé par un même donneur d'ordre. C'est encore plus vrai quand il s'agit de formation en inter, avec donc des personnes totalement déconnectées d'un donneur d'ordre.
L'indicateur 8, quant à lui, va vous demander de déterminer les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Il vient finalement compléter l'indicateur 4 sur cet aspect professionnel, puisqu'il s'agit de connaître le parcours du bénéficiaire avant la prestation. Quel niveau de connaissance finalement du sujet a-t-il quand il rentre en formation? Et ce questionnement va permettre une vraie calibration du positionnement. Ça paraît comme ça un peu évident, on se dit que chacune, nous procédons ainsi quand nous formons, et bien pourtant, dans le cadre de mes audits, je le vois, ce n'est pas systématiquement effectué. Souvent, on va confondre ce positionnement avec les prérequis, et on se dit, s'il n'y a pas de prérequis à l'entrée à satisfaire, le recueil du positionnement va être un peu optionnel, mais pas du tout. Déjà, le référentiel à minima vous demande de recueillir le parcours professionnel du bénéficiaire au travers de ses expériences, ses diplômes ou ses titres. Et je trouve que c'est un petit peu finalement insuffisant pour vous aider. Voilà, parce que vous allez répondre effectivement aux exigences de l'indicateur, mais est-ce que ça va vous proposer des réponses suffisamment utiles pour vous? Vous allez, comme tout bon formateur, poser des questions en entrée de formation. On le fait tous, ne serait-ce que pour créer ce premier lien assez précieux avec nos apprenants. Mais si on est dans le cadre d'une formation à distance, ou si on est dans le cas d'une formation présentielle avec un groupe hétérogène, poser des questions précises en amont, cela peut s'avérer vraiment très très précieux pour éviter un naufrage. Parce que pour un même groupe d'apprenants, et je crois qu'on l'a tous vécu, si les niveaux d'entrée sont disparates, il va être vraiment difficile pour le formateur de captiver chacun. On le sait, certains vont se sentir exclus, perdus, alors que d'autres, à l'inverse, vont s'ennuyer. Vous allez constater ça sur leur visage. Ça va être compliqué pour vous de continuer. Donc, ce positionnement, il va vous permettre de disposer des informations en amont et de, finalement, anticiper, trouver des solutions, construire des parcours différenciés. On en revient à nos fameux personas. Au-delà de cet aspect professionnel, il peut aussi y avoir des besoins particuliers qui vont avoir une grosse influence sur le suivi de la formation. Je pense bien sûr à des problématiques, personnelles, logistiques, bien sûr une situation de handicap. Si tout cela n'est pas détecté, la personne va peut-être avoir du mal à être motivée, engagée, et surtout si c'est une formation qui court sur plusieurs mois. Alors Calliope a pensé à ça, et via l'indicateur 4, va insister sur ce recueil des situations particulières, et notamment de la situation de handicap. Alors, c'est encore mal compris. On associe, disons, beaucoup la situation de handicap à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On est dans un champ beaucoup plus large, parce que finalement, aujourd'hui, parmi nos apprenants, de nombreuses personnes sont porteuses de handicaps dits invisibles. Des handicaps auditifs, des handicaps visuels, des maladies invalidantes qui vont demander à faire des pauses, par exemple, plus fréquentes, des troubles 10. Il y a une multiplicité, finalement, de situations de cette sorte-là. Et ces situations, si elles ne sont pas détectées, alors qu'elles ne nécessitent pas d'adaptation majeure, eh bien voilà, ça peut effectivement désengager la personne. Donc, la prise en compte, si elle est bienveillante, elle va être très bien acceptée. On pose la question clairement, c'est pas forcément vu comme une intrusion, c'est une façon de montrer à son bénéficiaire qu'on se préoccupe de sa situation, et c'est surtout la seule façon de construire une prestation qui est réellement adaptée. Et voilà, on va éviter toute déconvenue comme ça quand la prestation démarre. Donc si je dois faire un petit résumé de tout ce que je viens de dire là, finalement, oui, définir le personnage générique, le public cible de votre formation, c'est forcément important pour commencer à construire votre prestation. Mais là où Calliope a raison d'aller plus loin, c'est de vous permettre, en posant ces questions réellement adaptées, de personnaliser, d'être vraiment au plus près des publics accueillis. Et je vous mets à l'aise, rien n'interdit de proposer un seul et même document de collecte pour répondre aux deux indicateurs. Vous pouvez
tout à fait avoir un seul et même document, simplifier de toute façon au maximum vos process, en posant des questions claires, en expliquant aux bénéficiaires en quoi ce recueil va vous permettre de leur offrir une formation pertinente et adaptée à leur situation. Merci de nous avoir expliqué vraiment l'importance de ce persona et comment il permet de se conformer à Calliope. Et donc justement, une fois qu'on a notre persona, donc on va pouvoir ensuite proposer un parcours de formation, je dirais engageant avec une belle expérience apprenant. Et là, nous avons l'indicateur 12 de Calliope qui est intéressant, qui est celui qui vise à prévenir les abandons. Donc, peux-tu nous expliquer comment on peut faire le lien entre cet indicateur 12 et la construction du parcours de formation et comment est-ce qu'on peut formaliser cela pour vraiment répondre à cet indicateur et comment il va permettre aussi de répondre au renforcement de l'engagement des apprenants? Oui, alors effectivement, l'indicateur 12, il demande au prestataire de décrire, donc ça signifie l'écrire, constituer une vraie procédure. Par rapport à ça, on n'a plus du tout d'hésitation dans le cadre des audits. Il faut réellement un document qui va montrer cette mise en œuvre des mesures. Donc, il demande de décrire et de mettre en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Donc, c'est à la fois ce qu'on fait en amont pour éviter ces ruptures de parcours et ces abandons et comment on gère une fois que les abandons sont là, les abandons. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être éviter que l'abandon soit totalement constaté. On peut aussi avoir finalement des propositions de remédiation. Bon. Ça signifie que la gestion finalement des situations d'abandon doit être l'exception. La vraie réflexion, elle doit porter en amont sur cet engagement des bénéficiaires. Si on a bien travaillé sur la personnalisation de sa prestation, forcément, cela va être plus simple pour nous, en tant que formateur ou accompagnateur, d'engager nos publics. Si on sait que le public est hétérogène, par exemple, on le disait tout à l'heure, on va pouvoir proposer des contenus différenciés, pourquoi pas des groupes de niveau, des tutorats au sein du groupe, en tout cas trouver des solutions pour que tout le monde reste engagé. Je sais bien que les donneurs d'ordre ne sont pas toujours simples à convaincre et que faire plusieurs groupes de niveau, en tout cas les vendre ces groupes de niveau, ce n'est pas forcément évident. Si c'est pas possible, eh bien effectivement, on va trouver d'autres solutions au sein du groupe pour que chacune se trouve réellement motivé et engagé. On a tous vécu ça. Si on a la sensation que la formation à laquelle on assiste est un copier-coller permanent d'une session sur l'autre, il n'y aura aucun engagement à la clé. Je crois qu'on l'a tous vécu. La formation un peu étagère, ça n'a plus du tout le vent en poupe et j'allais dire heureusement. Voilà. La mémorisation n'est pas au rendez-vous. La satisfaction, bien sûr que non. Voilà. Donc, comme toi, tu l'indiques dans ton livre, et c'est aussi un lien précieux, ben oui, il est important de travailler sur cette expérience apprenant à 360 degrés. On va travailler pour cela, autant le fond que la forme. Une formation engageante, qu'est-ce que c'est ? Ben, ça va par exemple se baser sur des exemples concrets qui sont tirés du quotidien du public que l'on forme. On va leur raconter une histoire qui leur parle. On parle de storytelling, oui, voilà, ce storytelling, il vient faire appel à leurs émotions et va favoriser cet ancrage et cette mémorisation. De la même manière, si on varie un petit peu nos modalités pédagogiques, si on s'ouvre à d'autres choses, comme par exemple la gamification, la ludopédagogie, eh bien là aussi, c'est un excellent moyen finalement de favoriser l'ancrage tout en dynamisant le parcours. Parce que parfois, le parcours peut être long, les choses qu'on enseigne peuvent être un petit peu lourdes à faire passer. Voilà, donc trouver des alternatives, s'interroger sur les autres façons de former disponibles, c'est toujours une bonne idée. On ne peut plus faire aujourd'hui finalement des formations purement descendantes. On a besoin d'engager un groupe dans un réel, dans une durée, dans une motivation, et pour ça, un travail de conception et d'ingénierie pédagogique est nécessaire. Et voilà, moi j'invite tout le monde d'ailleurs à lire ton ouvrage parce que il y a plein d'idées dedans, de la même manière que dans tes podcasts avec tes invités.
Merci Alexa. Avec plaisir. En effet, dans le livre, je préconise de penser les parcours de formation comme une expérience à 360 degrés, donc de l'accueil jusqu'à l'après-formation, donc les 3 étapes, avant, pendant et après. Et donc, est-ce que cette vision, elle s'intègre aussi dans des indicateurs Calliope? Je pense qu'il y a les indicateurs 6, 10 et 11 peut-être. Oui, notamment. Et je crois qu'on partage vraiment cette vision-là. Pour moi, le référentiel Calliope est vraiment construit sur cette expérience à 360 degrés. Quand j'accompagne des clients, je leur propose de commencer par une infographie qui représente les 7 critères et les 32 indicateurs du référentiel. Il représente ces indicateurs sur une boucle. Chaque critère, c'est une étape de la prestation. Le critère 1, c'est la communication. Le 2, la conception. Le 3, la mise en œuvre. Le 4, les moyens humains et techniques que l'on met à disposition. Le 5, les compétences de nos intervenants. Le 6, l'environnement dans lequel on évolue, donc la veille, le handicap, la sous-traitance. Et le 7, l'amélioration continue. Chaque étape vient enrichir la suivante. Et la rétroaction du recueil de la satisfaction à la fin et des opportunités d'amélioration, cela vient créer une boucle totalement vertueuse. Quand on regarde le référentiel sous cet angle, c'est vraiment beaucoup plus facile de se l'approprier et surtout d'en faire un allié. Voilà. Les clients changent totalement de regard quand on leur explique les choses comme ça. Parce que quand on lit le guide de lecture, on a l'impression plutôt de quelque chose de très descendant, d'une liste un petit peu à la Prévert, comme pouvait l'être Datadog. On répondait, on donnait des documents, et non, Calliope, c'est tout sauf ça finalement. Alors on parlait des indicateurs 6, 10, 11. L'indicateur 6, lui, va demander au prestataire d'établir les contenus et les modalités de mise en œuvre de sa prestation pour qu'il soit adapté aux objectifs définis, donc définis en amont, et à ses publics bénéficiaires. Donc, effectivement, faut parfois relire plusieurs fois les indicateurs pour vraiment comprendre ce que ça signifie. Alors, on va prendre aujourd'hui une petite métaphore culinaire. En gros, l'idée ce serait de créer un plat, prestation de formation, savoureux, en tout cas on l'espère, à partir de différents ingrédients que sont le recueil des besoins et des attentes de l'indicateur 4, dont on vient de parler, des objectifs opérationnels de la formation qui sont définis en indicateur 5, et du positionnement du bénéficiaire qu'on a recueilli à l'indicateur 8. Cette recette, pour être réalisée, elle doit contenir le plus de détails possible. C'est ce que vous demande cet indicateur 6. Quels sont les contenus, les rythmes, les modalités, les temps d'évaluation. Dans le cadre d'une formation, si on doit formaliser cette recette, elle va se matérialiser, par exemple, par un scénario pédagogique. Si on prend le temps de réfléchir à ce scénario, si on prend le temps de le revoir entre chaque session, sur la base de l'expérience des sessions passées, sur la base des besoins des apprenants passés et à venir, on va forcément faire mouche. Voilà, on va être au plus près des attendus de nos publics. On va être aussi paré à un plus grand nombre d'éventualités lorsqu'on passera à la réalisation. Et là, j'en viens à l'indicateur 10. Quand je le lis, le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Voilà. Donc là, on a l'impression d'avoir déjà lu ça juste avant. Ça paraît vraiment redondant. On a déjà évoqué cette adaptation. Pourquoi on redemande d'adapter? Oui, sauf que cet indicateur 10, il est dans le critère 3. On est dans la mise en œuvre. Donc, on n'est plus dans ce qu'on a prévu, on est dans la réalité du terrain. Dans le concret, parfois, tout ne se déroule pas exactement justement comme on l'a prévu. Si on a bien préparé efficacement, ça va nous permettre, oui, d'anticiper certaines situations difficiles et sans doute nous laisser des marges de manœuvre. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure pour les groupes hétérogènes, des contenus additionnels pour ceux qui seraient un petit peu en avance par rapport au reste du groupe, ou des modalités différentes si effectivement on veut créer une dynamique. Cette agilité, elle va être super importante, surtout parce qu'on travaille avec de l'humain, voilà, et que on peut se préparer à tout ce qu'on veut. Le jour J, il y a toujours des choses qui se passent et c'est ça
toute façon l'intérêt aussi de ce métier. Donc on va se poser cette question, comment est-ce que je m'adapte aux différentes situations rencontrées, aux différentes typologies de personnes que j'accompagne ou que je forme, lorsque je finis par en découvrir la réalité et les contours. Voilà. Toi, tu le dis dans ton livre, penser sa prestation comme un parcours, c'est un facteur aidant. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Un parcours, ça veut dire être en mouvement. Et la vie, c'est le mouvement. Dans ce parcours, et là on en vient à l'indicateur 11, il y a une étape majeure qui est l'évaluation. Et cette évaluation, c'est l'évaluation de l'atteinte par les bénéficiaires des objectifs de la prestation. En gros, on vient voir ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils vont réellement pouvoir mettre en application par rapport à ce qu'ils ont compris de la formation. C'est une étape essentielle. Alors, c'est déjà ce qui qualifie une formation professionnelle. Hein, c'est pas Calliope qui a mis ça dans ses exigences, c'est le socle même de la législation de la formation. Évaluer ses apprenants, ce n'est pas du tout une option. Voilà. Donc, c'est une étape qui est essentielle, notamment lors de formations longues, parce que ça va vous permettre, au-delà de bilan d'étape, de pouvoir procéder à des remédiations, maximiser la motivation, donc lutter en gros contre la démotivation si on voit que certaines notions ne sont pas comprises. On va pouvoir intervenir dessus. On va pouvoir valoriser ce qui a été compris, remobiliser la personne, bref, voilà, en faire une alliée de cette évaluation. Dans ton livre, souvent, tu parles de l'importance des feedbacks dans la construction du parcours apprenant. Et sincèrement, je te rejoins. C'est une notion qu'on a finalement, nous, plutôt négligée, pays latin. C'est une notion beaucoup plus anglo-saxonne. Ils s'en servent régulièrement, pas que dans le cadre des formations, dans le cadre surtout du monde professionnel. Et oui, on le répétera jamais assez, un feedback constructif, c'est un gage de succès, un gage d'engagement et d'appropriation. Donc cette étape, elle va permettre d'ancrer votre formation dans la réalité de l'apprenant. Elle va vous permettre d'identifier ses progrès, à lui aussi de les identifier. Et voilà, de voir encore ce qui lui reste à acquérir. On le fait pas donc systématiquement à la fin. On va pouvoir lui proposer des petits bilans d'étapes. C'est encore plus vrai quand on parle de e-learning. Hein. Là, il est tout seul face à son écran. Il a besoin de pouvoir évaluer ses connaissances au fil du parcours, de revenir sur certaines étapes qu'il n'aurait pas comprises. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau, parce qu'on est quand même dans une action commerciale, ça va vous permettre aussi de revenir vers votre client donneur d'ordre sur des bases concrètes, sur des bases personnalisées, et donc, pourquoi pas, de lui vendre des suites ou des compléments de parcours, ou de lui dire carrément que la personne, elle doit effectivement, pourquoi pas, refaire une partie du parcours. En tout cas, vous aurez des éléments étayés pour cela. Et justement, donc tu parles de vente de formation, donc que ce soit la vente de la formation par un organisme de formation ou la vente d'une formation auprès des collaborateurs d'une entreprise interne. Et donc pour cela, il faut une communication claire et bien ciblée. Donc pour faire connaître cette nouvelle offre de formation. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'indicateur 1 justement de Calliope impose un certain nombre d'éléments à inclure dans la présentation d'une offre de formation. Donc, est-ce que tu as des recommandations pour justement structurer cette communication pour qu'elle soit à la fois conforme, mais aussi attractive ? Oui. Alors, on va déjà parler de la conformité, parce que c'est assez étonnant. Cet indicateur, pour le coup, je le trouve assez clair. Il vous donne une liste de 10 items qui doivent être présents dans votre communication. Et souvent, en audit, je constate que certains items ont été oubliés. Donc c'est un petit peu dommage parce que voilà, ils sont nommés dans l'indicateur. Alors on va les rappeler. Ces items, ce sont les prérequis, les objectifs, la durée de la formation ou de l'action en tout cas, les modalités et délais d'accès, ça signifie comment je m'inscris et au bout de combien de temps je peux accéder à la formation ou à l'accompagnement, le tarif de la prestation, les contacts, les méthodes mobilisées, les modalités d'évaluation et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Voilà, ces 10 items doivent être absolument présents dans votre communication. C'est la base. Pour autant, Calliope ne vous impose aucune forme.
On vous demande juste qu'ils soient tous présents dans votre communication. Si vous avez un site internet, ils doivent tous se retrouver quelque part sur votre site, mais pas forcément sur la même page. Ça va vous laisser la possibilité d'être créatif, de faciliter finalement la compréhension de ces items par vos publics et vos prospects. Si vous rédigez une offre, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à Calliope ou à votre auditeur et en faciliter la recherche justement le jour de l'audit, c'est d'abord pour la vendre. Donc rien ne vous interdit d'être attractif, créatif et de vous mettre à la place de vos prospects quand vous proposez des informations. Voilà. Le fond est important, la forme est importante. Ce qui va être important, c'est de vous démarquer. On est dans un univers ultra concurrentiel. Surtout selon les thématiques de formation, ça peut être réellement un petit peu la jungle. Donc, on va s'interroger. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme information et comment pour être plus attractif et se démarquer des concurrents. On pense à ces items de l'indicateur 1, on pense moins aux items de l'indicateur 2, c'est-à-dire les indicateurs de performance. On voit ça beaucoup plus comme une contrainte. Mais si vous avez de bons résultats, eh bien, autant les mettre en avant. Ça va être très attractif pour vos publics. Qu'est-ce qu'il y a de plus parlant pour convaincre un prospect que le retour de ses pairs? Finalement, on le voit aujourd'hui tout autour de nous, ce qui est mis en avant, ce sont les avis des clients. Donc, vous avez bien sûr le traditionnel taux de satisfaction, mais rien ne vous interdit de mettre en plus des vidéos de témoignages, des avis vérifiés, des retours d'expérience, tout ce qui va parler à vos cibles. Si les informations qui sont demandées par l'indicateur 1, 2 et 3, puisque quand vous êtes dans le cadre de formation certifiante, on va vous demander d'autres informations qui doivent absolument figurer sur votre communication. Si ces informations, elles deviennent la norme, puisqu'aujourd'hui, tout organisme ou presque est certifié Calliope, alors vous devez aller plus loin. Et ne pas vous contenter juste de répondre à ça. C'est là aussi une question de marketing. Après, je ne serai pas aussi pertinente que toi pour proposer la forme adaptée. Moi, je vais intervenir plus sur le fond. Mais en tout cas, oui, c'est important de s'inspirer de ceux qui, justement, sont les professionnels du marketing pour faire en sorte que votre communication, elle parle au plus grand nombre avec cette notion d'expertise et de sérieux. Oui, tu nous as donné des pistes quand tu parles de la satisfaction, de faire figurer des témoignages vidéo. Ça, j'y aurais pas forcément pensé, tu vois, par rapport à Calliope. Et donc maintenant, si on parle de la mesure de l'impact d'une formation, parce que c'est essentiel. Donc autant pour évaluer son efficacité que pour améliorer son contenu. Donc là, on va avoir les indicateurs, je crois, 30, 31 et 32 de Calliope. Donc, comment est-ce qu'ils vont encourager cette dynamique de mesure et d'amélioration? On le disait, Calliope, c'est cette boucle vertueuse d'amélioration continue. Le 30, 31 et 32 viennent boucler cette boucle. D'accord? Ils viennent clôturer le référentiel. Et en fait, ce sont eux qui vont insuffler une dynamique de changement positif. Alors ça, c'est l'hypothèse. Et la réalité, c'est qu'on le voit tous comme une contrainte et qu'on n'en tire pas forcément parti. Pour autant, quand on veut bien le voir autrement, cette analyse, elle va vous permettre d'être une meilleure version de votre organisme. Toujours si on prend une métaphore, quand on fait une campagne de communication, une campagne de marketing, quand on lance un nouveau produit, on va analyser de près le retour des personnes ciblées ou des bêta-testeurs qu'on a pu mettre devant notre produit. Et on va ajuster aux besoins en fonction de ces retours. Ça semble logique à tout le monde. Ok. Eh bien, les indicateurs 30, 31 et 32, ils vont nous permettre de faire cette analyse et de rester concurrentiel, de remettre en question ce qui doit être changé et aussi de dégager de nouvelles idées, de nouvelles opportunités pour qu'on se développe. Alors, oui, les terminologies qui sont utilisées par le référentiel, ça n'aide pas forcément à percevoir les choses comme ça et à se l'approprier, puisqu'on va parler là de recueil des appréciations des parties prenantes.
Les parties prenantes, ce sont bien sûr vos bénéficiaires, apprenants ou accompagnés, vos donneurs d'ordre, les financeurs, donc les OPCO, France Travail, etc., la région, et également les formateurs internes, externes, les intervenants au sens large qui travaillent avec vous au quotidien. Ok. Donc, finalement, si on va consulter ces personnes, c'est pour rester alignés sur leurs attentes et donc alignés sur ce que le marché, ces individus, ces collaborateurs et ces prestataires attendent de nous. Donc, rester dans le game, dans le coup. Voilà. C'est une exigence de Calliope. En fait, on devrait tous être sur ce mode de pensée et avoir ce réflexe de fonctionnement. Et là, je sais que je parle un peu comme un livre. Je m'entends parler là depuis tout à l'heure. Je vous rassure, dans mon quotidien d'entrepreneuse, j'ai aussi la tête dans le guidon et je fais également la même erreur en négligeant trop souvent cet aspect, même si j'en ai conscience, puisque je vous l'énonce là tout à fait clairement et fièrement. Voilà, je sais que le quotidien, l'exercice de l'activité principale prend souvent une telle place qu'il est difficile de lever le nez et de se laisser des moments d'analyse et de réflexion stratégique. Pourtant, ce recul-là, il est hyper salvateur et profitable. Voilà. Donc, finalement, si on doit résumer, c'est quoi l'idée de ces indicateurs? C'est transformer les retours qui sont négatifs ou moyens en opportunités de succès, étudier ce qui fonctionne dans les retours positifs pour généraliser ces bonnes pratiques et valoriser ces retours dans notre communication. On en revient à ce qu'on disait juste avant. Voilà, tout ce qui est retour positif, on va le mettre en avant. Donc, vous voyez, c'est vraiment une boucle. Une boucle et un guide, je dirais, parce que là, on vient de balayer donc les différents liens qui peuvent exister entre le marketing de l'information et Calliope. Donc, on peut suivre ce guide quelque part pas à pas. Tout à fait. Et on n'a pas parlé de la veille. Alors, bien sûr, c'est cher à mon cœur, mais la veille aide aussi beaucoup à rester dans le coup, parce que si on s'éloigne des attentes du marché, au-delà des attentes légales et réglementaires, des attentes vraiment du marché et des innovations pédagogiques et technologiques et des évolutions des métiers sur lesquels on forme, on n'est plus du tout dans le coup. Et là, on peut faire toute action marketing que l'on veut. On s'éloigne totalement du sujet. Donc, vous voyez, dans Calliope, il n'y a pas grand-chose d'inutile. On peut avoir quelques contraintes qui nous semblent exotiques. Par exemple, interroger des financeurs qui ne répondent pas. Oui, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à ne pas faire preuve d'empathie quand je suis en audit et que les gens me disent « mais j'ai essayé, ils ne répondent pas, à quoi ça sert ?» J'entends, je comprends. Alors, tout va s'améliorer au fil du temps parce que Calliope est encore un référentiel assez jeune, finalement. Il a été écrit en 2019, on en est à la version 9, mais on sait déjà qu'une version 10 est en préparation. Et à chaque fois, il y a des petites précisions, des améliorations et des choses qui sont un petit peu modifiées pour être plus auprès du quotidien des organismes. Enfin, en tout cas, on y tend. Bon, je dis on, je ne suis pas du tout rédactrice du référentiel, c'est une guide de lecture en tout cas. Voilà. Oui. Et justement, par rapport à ce que tu dis de la veille et tout ce qu'on a vu sur les indicateurs Calliope, donc comment est-ce que selon toi, les organismes ils peuvent tirer parti de ces synergies pour être à la fois conformes au référentiel et améliorer la qualité perçue de leur formation? Là encore, c'est de la logique. Chacun aujourd'hui est un persona pour une marque. On a des marques qui font notre quotidien, on est consommateur. Ok, si on se demande simplement ce qui fonctionne sur nous, quand on reçoit des informations de ces marques et qu'elles nous semblent claires, accessibles, exhaustives, que les produits sont recommandés par d'autres consommateurs, est-ce qu'on ne leur fait pas plus facilement confiance pour un premier achat notamment, pour un réengagement d'achat? Quand la qualité des produits ou des prestations est au rendez-vous, conforme à nos attentes, que les équipes qui nous envoient sont sérieuses, compétentes, est-ce qu'on ne va pas les recommander à nos amis à notre tour? Bien sûr que si. Et en cas de problème, en cas d'insatisfaction, de réclamation de notre part, si le service client est à la hauteur, s'ils tiennent compte réellement de
de nos réclamations et de nos commentaires, est-ce qu'on va pas finalement rester fidèle et revenir vers ces marques? Certainement aussi. Voilà, donc finalement c'est tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et c'est bien l'alliance de ce marketing, de ces notions marketing qui sont basées sur les retours clients et sur la qualité des prestations, qui fait qu'on reste engagé auprès d'une marque, donc là en l'occurrence, qui magnifierait notre expérience apprenant et nous fidéliserait vis-à-vis de l'acteur de la formation qui a tout compris et bien utilisé à la fois le marketing et Calliope dans son quotidien. Oui, donc là, tu permets vraiment de voir Calliope avec un regard neuf quelque part. Hein. Ça change. J'essaye en tout cas. Oui. Je sais pas. Les commentaires diront si j'y suis parvenue. Oui, exactement. En tout cas, merci pour tout ce que tu as partagé au cours de cet épisode. Donc, on va arriver à la fin. Et pour conclure, je vais avoir une dernière question. Donc, si tu avais vraiment un seul conseil pratique à donner aux responsables formation ou aux formateurs qui veulent justement s'appuyer sur Calliope, transformer Calliope en un vrai outil de progrès et d'innovation. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ceux qui me suivent sur les réseaux ou ont déjà assisté à mes webinaires, etc., vont m'entendre répéter quelque chose qui me tient à cœur. Je crois que le seul vrai conseil, c'est de changer de regard. Ne plus voir les exigences de Calliope uniquement comme des contraintes. Ne plus essayer d'y répondre comme on complète un formulaire, comme on remplit un dossier seulement pour passer son audit ou par crainte de la non-conformité ou pour faire plaisir à son auditeur. Non. On va au contraire aller chercher l'utilité qui se cache derrière ces exigences qu'on a essayé de mettre en avant aujourd'hui et on va les transformer en opportunités pour son organisme. Parce que finalement, moi, j'ai cette vision de la vie que j'essaye d'appliquer à toute problématique que je rencontre. Je suis quand même quelqu'un de plutôt positif. J'essaye en tout cas de l'être. Voilà. Quand je rencontre un problème, eh bien, j'ai un choix. Soit je le subis, soit je le transforme. Et j'essaye de lui trouver une raison d'être et de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ce problème non seulement soit résolu, mais qu'en plus, il soit une réelle opportunité aujourd'hui de changement et d'amélioration pour moi. Voilà, j'ai plein d'exemples et ça fonctionne quand vraiment on a ce point de vue-là sur les choses. Eh bien, il y a plus de problèmes, il y a que des solutions et des opportunités de progrès. Voilà. Quelle belle conclusion, Alexa. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment été passionnée par cet épisode de voir comment vraiment Calliope peut nous aider à avoir cette démarche marketing dans nos formations. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton profil LinkedIn. J'indiquerai également ton site Veille Formation qui est suivi maintenant par combien d'abonnés ? Alors, sur LinkedIn, on a dépassé les 50 000. Oui, c'est bien ce qui me semblait, plus de 50 000 abonnés. Et il y a également un groupe LinkedIn Veille Formation donc, que l'on peut rejoindre. Voilà, ça c'est le groupe LinkedIn qui a 50 000 abonnés. Le site, on n'a pas de traçabilité. Le site est là pour parler effectivement de la plateforme. En tout cas, j'engage ou je propose à tous les acteurs de la formation qui nous écoutent aujourd'hui de s'abonner à notre page puisque là tout est gratuit sur le groupe LinkedIn, tout est gratuit et on propose 2 contenus de veille par semaine, ce qui permet déjà d'avoir un socle de veille finalement sur un petit peu tous les sujets qui sont demandés par Calliope. Nous, on est riche de cette communauté, on aime beaucoup dialoguer avec elle. Alors bien sûr, si après ils veulent découvrir notre plateforme et s'y abonner de façon payante, on est ravis. Mais je crois que au-delà de ça, on a un credo qui est ce partage et qui fait que la route est quand même beaucoup plus lumineuse quand on la vit avec ce réseau-là, avec cette communauté-là, qui nous rend bien tout ce qu'on lui donne. Voilà. Et voilà, sans paraître un bisounours de la formation professionnelle, moi je trouve que ce sont des notions aujourd'hui, des valeurs qui se perdent.
je sais que toi aussi, tu les partages, ces notions-là, et que quand tu fais des posts, c'est toujours dans cet esprit de don et de transmission. Voilà. C'est pas pour rien qu'on s'entend bien, Anne-Marie. Exactement. Voilà. Donc, exactement. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe LinkedIn et à nous dire de quoi vous avez besoin. On essaye toujours d'y répondre. Oui, tout à fait. Et puis sur ton site aussi, il y a des articles dans la partie blog qui sont toujours très intéressants et très fournis. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup Alexa pour ce 2e épisode. Merci à toi d'avoir partagé ton temps et puis à très bientôt. À bientôt Anne-Marie. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.